Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, la Lune et Mars, pourquoi est-ce si long? Un balado qui est basé sur notre fascicule 73. Le 25 mai 1961, John F. Kennedy nous propulsait vers la Lune. 8 ans plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posaient le pied sur le sol lunaire. Au lendemain d'Apollo 11, les Américains ont envisagé de se rendre sur Mars dans les années 80. Et comme nous l'avons relaté dans le balado Artemis, le rêve du retour sur la Lune, depuis plus de 30 ans, on envisage sans cesse de retourner visiter, d'aller visiter notre planète voisine, la planète Mars. Plusieurs présidents se sont d'ailleurs succédés et on nous a promis de retourner sur la Lune et pourquoi pas, d'ici quelques décennies, d'aller sur Mars. Hélas, on attend toujours. Pourquoi donc, Claude, on est toujours en attente d'un retour sur la Lune et d'aller sur Mars? C'est exactement ce qu'on va parcourir aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui fait que si on est allé sur la Lune des années 60 en 8 ans et 2 mois, pour être très précis, aujourd'hui, ça fait des décennies, hein, on en avait parlé dans le balado sur Artemis là, qui a été publié en septembre. Aujourd'hui, ça fait des décennies qu'on travaille sur ce projet-là et on n'est toujours pas retourné. Donc, on va vraiment se poser la question, pourquoi ça prend tant de temps, puis qu'est-ce qui fait qu'on devrait peut-être y retourner ou pas? C'est le sujet d'aujourd'hui. Ça nous a pris 8 années pour conquérir la Lune dans les années 60, mais malgré les efforts qu'on a fait, des décennies d'efforts, et aussi qu'on a dépensé des milliards de dollars, nous nous sommes guère rapprochés de nos rêves. Et Claude, comme tu viens de le dire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En 1961, le président Kennedy a pris la décision de lancer son pays dans une course jusqu'à la Lune dans un contexte qui était très particulier, celui de la guerre froide. Claude, qu'est-ce qui se passe à cette époque? C'est une époque très particulière hein, qu'on a peut-être oublié. On parle beaucoup de la course à la Lune, hein, comme si c'était peut-être une course d'ego là, de deux pays, deux présidents, un Russe et un Américain qui s'affrontent, mais faut rappeler le contexte très particulier de l'époque. Là, on est dans les années 1950, 1960. Les deux pays, en fait, je dirais les deux systèmes, le système communiste et le système capitaliste, cherchent à dominer le monde. Et ça va être lequel des deux va s'imposer? Qui, mettons, en l'an 2000, va dominer la planète? Est-ce que c'est le communisme, comme voulaient faire les Russes, parce que les Russes penseraient qu'ils domineraient la planète, ou ça serait le capitalisme? Évidemment, aujourd'hui, nous, on connaît la réponse, mais à l'époque, on ne connaissait pas la réponse. C'était une lutte à finir entre les deux systèmes. Une lutte à finir, d'une part, sur le terrain. Hein, les Russes faisaient beaucoup d'avancées dans différents pays, les Américains aussi. Et là, à ce moment-là, c'était de savoir lequel des deux, finalement, triompherait. Et il y avait, à l'époque, on l'oublie un peu aujourd'hui, il y avait un concept de ce qu'on appelait les pays non alignés. C'est-à-dire des pays qui se prétendaient ni communistes, ni capitalistes, qui balançaient un peu entre les deux. Et on peut nommer, entre autres, l'Inde. Et on ne savait pas trop, l'Inde, est-ce que l'Inde va devenir un pays communiste ou l'Inde, finalement, va rester dans le giron du capitalisme? Et donc, les deux systèmes, les deux pays s'affrontent un peu partout sur la planète. Évidemment, il pourrait se livrer littéralement une guerre. Donc, on parle souvent de guerre froide, mais ça répète une guerre atomique où les deux se seraient anéantis. On a opté plus pour la guerre froide, donc à la fois certains échauffourées sur la Terre, là, certains conflits, on peut penser au Vietnam, qu'on va parler un peu plus tard, ou bien un peu partout en Amérique centrale, en Afrique, mais aussi une guerre technologique. C'est-à-dire que pour un peu montrer lequel des deux systèmes est le meilleur, on se disait quoi de mieux que la conquête spatiale? Qui est le meilleur dans les deux? Et évidemment, dans le système à l'époque, les Russes dominent tout. Là. Ils vont lancer le premier satellite, la première chienne, ils vont envoyer des sondes jusqu'à la Lune. Et donc, ils démontrent au reste du monde que le meilleur des deux systèmes, c'est le système communiste parce que c'est lui qui réussit à conquérir l'espace. Et donc, on essaie
autant du côté soviétique que du côté américain, de convaincre les autres pays, particulièrement les pays en développement et les pays non alignés, que nous sommes l'avenir de l'humanité, nous étant d'un côté les Russes, les communistes, nous étant de l'autre côté les Américains, les capitalistes. Donc, c'est un contexte vraiment particulier. Aujourd'hui, là, on connaît la fin de l'histoire, on sait qui, entre guillemets, a triomphé, mais à l'époque, on ne le savait pas. Et imaginez, là, si, au terme de cette guerre froide-là, c'était finalement le système communiste qui l'avait remporté. Imaginez si la planète était dominée par les communistes. Je vous dis pas que c'est meilleur ou c'est pire, je veux juste vous suggérer qu'est-ce que ça aurait été le monde si c'est finalement la guerre froide avait été gagnée par les Russes, par le système communiste. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit la course à l'espace. On ne le saura jamais, mais on peut avoir des hypothèses en tête. Bon, ceux qui nous suivent, t'en as glissé un petit mot, mais ceux qui nous suivent depuis longtemps avec nos balados savent que en 1961, les Soviétiques dominent complètement la course à l'espace à la suite du lancement de Yuri Gagarin. C'était ça le 12 avril 1961. Le président canadien, eh bien, lui, il se sent obligé de répliquer. Il doit faire quelque chose. Et comment il va réagir à ce moment-là, Claude? Si on se replace dans le contexte de l'époque, John F. Kennedy est devenu président le 20 janvier 1961. Depuis 3 ans, les Soviétiques dominent outrageusement la course à l'espace, là, le premier satellite, premier chien, première sonde à la Lune. Et finalement, le 12 avril, ils sont les premiers à lancer un homme en orbite autour de la Terre. Et là, Kennedy, nouveau président, jeune président de 40 ans à l'époque, il y a vraiment un vent de renouveau qui souffle aux États-Unis. Et là, il dit, il faut faire de quoi? Il faut faire quelque chose. Et évidemment, on est en guerre froide, on ne se déclenchera pas une guerre, là, on n'attaquera pas l'Union soviétique pour l'anéantir. Fait qu'il s'est dit, faudrait se servir de l'exploration spatiale, de la course à l'espace pour montrer qu'on est les meilleurs. Et là, ces conseillers analysent différentes hypothèses et entre autres, un des 2 projets qui ont été à l'étude, ça a été que peut-être que les Américains pourraient doter la planète d'un système de satellites de télécommunication et d'un système de satellites de météorologie. Il faut savoir qu'à l'époque, là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, instantanément, on communique partout à travers la Terre. On voit tout ce qui se passe. S'il y a des matchs sportifs n'importe où sur la planète, on peut les voir en direct sur notre télé. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, la communication entre les continents est très difficile. Même la communication à longue distance. Nous sommes à Montréal, appeler à Paris, c'était pas évident à faire. Il y avait des systèmes de câbles, mais ça coûtait cher et c'était pas très efficace. Même appeler à... Nous, on est à Montréal, appeler à New York, appeler en Floride ou à Los Angeles, c'était pas évident. Donc, il n'y avait pas de réseau de communication. Donc, les conseillers canadiens ont dit on pourrait peut-être offrir à l'humanité de mettre en place un système de télécommunication. L'autre possibilité aussi, c'était un système de météorologie, c'est-à-dire de placer des satellites en orbite qui observeraient la météo. À l'époque, là, quand on regarde aujourd'hui les téléjournaux, on regarde sur Internet, on voit des cartes météo qui nous montrent le mouvement de déplacement des nuages, etc. Ça n'existait pas, ça, c'est les satellites de météo qui vont faire ça. On voit maintenant venir les ouragans. À l'époque, on les voit pas venir, les ouragans, on les voit venir des fois quelques heures d'avance seulement. Donc, ces systèmes-là n'existaient pas à l'époque et l'administration canadienne a pensé que peut-être qu'on pourrait dire aux gens, écoutez, comme nous sommes un système supérieur à celui des communistes, des Russes, on va proposer ça à l'humanité, mais ils se sont dit finalement, c'est pas assez prestigieux, là, les gens embarqueront pas, fait qu'on va proposer quelque chose d'autre, la Lune. Le défi d'envoyer des astronautes sur la Lune. Un autre critère important, c'est-à-dire, faut proposer un défi qu'on va relever, mais qu'on a des chances de gagner. C'est-à-dire que si, par exemple, les Américains avaient proposé que, comme projet d'envoyer une femme dans l'espace, les Soviétiques étaient déjà bien en avance sur eux, ils l'auraient fait avant eux. Fait qu'il fallait trouver un défi qui donne une chance aux Américains de l'emporter, donc avec un échéancier suffisamment long, et un défi qui intéresse tout le monde, donc de dire, écoutez, je propose, président Kennedy, je propose d'envoyer des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Ça laissait un peu plus que 8 ans pour le réaliser. C'est donc ce défi-là que Kennedy a décidé de lancer pour un peu montrer que le système capitaliste est un très bon système et malgré que les Russes dominent la course à l'espace, que finalement les Américains sont quand même dans la course et vont réussir quelque chose très important, quelque chose d'emballant pour toute l'humanité. Avec son idée là, de réseau de satellites, là, de communication pour la téléphonie, la radio, la télédiffusion,
il était quand même vraiment visionnaire de penser à ça, mais il voyait pas finalement le côté spectaculaire de cette réalisation-là pour, si on veut, un peu dominer là, Exactement. contre D'ailleurs, ces systèmes-là ont été mis en place, puisqu'aujourd'hui, on a des satellites de télécommunications et de météorologie. En fait, dans son discours du 25 avril 1961, quand Kennedy lance le défi de la Lune, il parle aussi qu'il faut faire les autres choses, c'est littéralement les termes qu'il emploie, et les autres choses, c'est de dire, nous allons aller sur la Lune, mais nous allons également mettre en place un réseau de satellites de télécommunications et un réseau de satellites de météo. Mais ça a passé un peu inaperçu parce que c'était pas assez spectaculaire, sauf que non seulement il y a eu la course à la Lune dans les années 60, mais il y a la mise en place des satellites de télécommunications et de météo. Et ces satellites-là, ils jouent un rôle important, vital dans nos vies aujourd'hui. On les prend pour acquis, on sait peut-être même pas qu'ils existent, là, mais quand vous voyez des cartes météo là, sur Internet ou dans votre télé, là, c'est grâce aux satellites météo. Puis lorsqu'on reçoit des programmes de télévision ou de téléphonie ou n'importe quoi partout à travers la planète, c'est grâce aux satellites de télécommunications qui ont été mis en place dans les années 60, en même temps qu'on fait la course à la Lune. Mm-hmm. Kennedy, bien, il sera pas le seul président à annoncer des défis grandioses, des défis spatials, mais contrairement à ses successeurs, on le sait aujourd'hui, bien Kennedy, lui, il a réussi, ou que les autres n'ont toujours pas réussi à ce jour. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Comment il s'y est pris, lui? Pourquoi, lui, ça a fonctionné? C'est une très bonne question. Quand on regarde, évidemment, quand on sait l'histoire, on peut ensuite dire voici les bons coups qu'il a fait. À l'époque, on ne le savait pas, mais 3 éléments. La première des choses, c'est que Kennedy, il a lancé un défi qui faisait rêver l'humanité. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde qui regarde la Lune le soir au firmament se demande qu'est-ce que serait que d'être sur la Lune? Qu'est-ce que c'est qu'un paysage lunaire? Il y a il y avait beaucoup de livres de science-fiction à l'époque. On peut juste penser à Jules Verne qui avait écrit un siècle plus tôt Voyage dans la Lune. Les gens sont fascinés par l'idée qu'un jour on va aller sur la Lune. On va voir ce que c'est que d'être sur la Lune. Donc, Kennedy, ce qu'il lance comme défi, c'est de réaliser l'un des grands rêves de l'humanité, d'être sur la Lune. C'est un rêve qui est présent dans les esprits d'un peu tout le monde qui, évidemment, la Lune, on la voit pas tous les soirs, ça dépend de la phase de la Lune, mais on la voit tous les mois dans le ciel. On se demande qu'est-ce que ce serait que d'y être. Et donc, la première des choses, c'est que Kennedy dit, je vais réaliser un défi qui fait rêver tout le monde. La deuxième chose importante qu'il a fait, deuxième critère clé de la réussite, si je peux dire, c'est qu'il a proposé un échéancier assez long, mais pas trop. C'est-à-dire que s'il avait dit « Nous allons aller sur la Lune d'ici 30, 40, 50 ans », probablement qu'on n'aurait pas embarqué parce que c'est trop long, c'est à trop long terme. Il faut un objectif réalisable dans un temps comme raisonnable. Évidemment, c'était une entreprise magistrale. Là. Il y avait tellement de choses à faire, on va le voir d'ailleurs peut-être un peu plus tard. Mais l'idée, c'était de dire on ne peut pas aller sur la Lune en l'espace d'une année ou deux. Fait qu'il a fixé un échéancier qui était très viable, c'est-à-dire d'ici la fin de la décennie. Donc, pour les gens qui entendaient ça, c'est comme de dire, d'ici une dizaine d'années, là, même d'ici 8 ans et demi, on va voir ce que c'est que d'être la Lune. Fait qu'il a enflammé l'imagination des gens. Les gens ont dit, wow, quelle bonne idée, on embarque. Troisièmement, et ça, c'est un élément bien important, c'est que c'est s'assurer du soutien du Congrès. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont un système un peu particulier, c'est que le président, en quelque sorte, lance des idées, décide ce qu'on va faire, mais c'est le Congrès qui a les cordons de la bourse. C'est le Congrès qui décide s'il finance oui ou non une initiative présidentielle. Ça fait qu'un président peut bien arriver avec une très, très bonne idée, un projet, peu importe lequel. Là, on le voit actuellement avec Biden aux États-Unis. Le président peut arriver avec une excellente idée ou une mauvaise idée, et c'est le Congrès qui, au bout du compte, décide est-ce qu'il va financer oui ou non le projet. Et Kennedy, il s'est assuré du soutien du Congrès. D'ailleurs, dans son discours du 25 mai 61, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est un projet très ambitieux, très difficile à réaliser. Un projet qui va coûter cher, qui va coûter des milliards de dollars. Et là, je vous le dis tout de suite, si on est pour lâcher en cours de route, aussi bien ne pas embarquer. Fait que pensons-y comme il faut, là. J'invite les gens du Congrès à réfléchir comme il faut. Ou on s'embarque, mais à ce moment-là, il va falloir persévérer. Sinon, on est mieux de ne pas s'embarquer. Fait qu'il y a une décision que vous devrez prendre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si on s'embarque, c'est pour réussir le projet. Maintenant, il rajoute Kennedy, je vous garantis pas qu'on va être les premiers sur la Lune. Mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que si on ne s'essaye pas,
on va être les derniers. Donc, il plaçait les gens du Congrès devant un choix bien précis. Si on accepte, si vous relevez le défi, ben, il faut s'engager pour le long terme. Sinon, on oublie ça. Mais le projet de Kennedy soulevait tellement l'enthousiasme. Les gens disaient, wow, on va aller sur la Lune d'ici quelques années, d'ici 8-9 ans. C'est fantastique. Fait que les gens du Congrès ont embarqué et effectivement, ils ont financé le projet jusqu'à sa réussite en juillet 69. Donc, les 3 clés de Kennedy, c'est un projet qui fait rêver tout le monde, un échéancier raisonnable, pas trop long, mais en même temps, possiblement on peut réalisable aussi, et en même temps, le soutien du Congrès qui, lui, détient les cordons de la bourse. C'est les 3 ingrédients de la réussite du projet de Kennedy. C'était probablement un des projets politiques les plus ambitieux et c'est probablement un des projets politiques les plus incroyables de tous les temps quand on y pense. Là. Quel projet d'aller sur la Lune, ça a fait rêver toute une nation. Absolument. Ça a fait rêver toute la planète même. Toute la planète. Bon. Comme on va le relater, en fait, comme on l'a relaté dans le balado Artemis. Depuis cette époque, plusieurs présidents ont rêvé de rééditer l'exploit de Kennedy. C'est ainsi qu'au lendemain du premier débarquement sur la Lune, en juillet 1969, les promoteurs du programme spatial ont tenté de profiter de l'air d'aller conféré par le triomphe d'Apollo 11 pour fixer de nouveaux défis. Un nouveau défi, en fait. Selon eux, on aurait pu fouler le sol de Mars en 1986. Donc, dans le fascicule du balado, Claude, tu relates même un fabuleux projet qui est proposé par Von Braun sur Mars dès l'été 1982. Il s'agit de la mission martienne la plus précise jamais énoncée à ce jour. C'est d'ailleurs très intéressant à lire ce récit-là. Je vous invite à aller le lire. Mais Claude, ce scénario-là de mission martienne évoqué par Von Braun, est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. Moi, quand j'ai lu ça, c'est pour ça que je le reproduis dans le fascicule, ça fait rêver. Pour se replacer un peu dans le contexte, on est en 1969. Le 20 janvier 1969, un nouveau président prend la tête des États-Unis, Richard Nixon. Et là, Richard Nixon crée un groupe de conseillers indépendants pour le conseiller sur l'avenir du programme spatial américain. On est donc au début de 69. On sait que les Américains s'apprêtent à débarquer sur la Lune dans quelques mois si tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est quoi le prochain objectif du programme spatial américain? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, il crée un groupe qui s'appelle le STG, le Space Task Group, qui est un comité d'experts indépendants qui est chargé d'analyser le programme spatial américain puis de suggérer au président la suite. Et dans le cadre de ce comité-là, tu as Wernher von Braun. Wernher von Braun, c'est l'ingénieur de génie allemand qui a créé les V2, mais qui a surtout créé la fusée Saturne V, qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Faut souligner, von Braun, quand on regarde ses écrits de jeunesse, dès sa jeunesse, il rêvait d'aller sur la Lune, il rêvait donc qu'on envoie des humains sur la Lune, et il a vu, en juillet 69, son rêve se réaliser, c'est-à-dire que grâce à lui, et grâce évidemment à des centaines de milliers d'autres personnes, on est allé sur la Lune. Et là, on est au mois d'août 1969, à peu près 2 semaines après le retour d'Apollo 11, et là, von Braun fait une présentation devant le STG, le groupe d'experts conseils chargé de suggérer des projets au président des États-Unis. Et là, il propose un projet de mission martienne. Et là, je vais le raconter un peu plus en détail parce que ça nous donne un peu de ce que une bonne idée de ce que ça implique une mission martienne. Et en même temps, remarquez les dates. Ça aurait pu se produire parce que von Braun, c'est quand même pas le dernier des venus. Là, c'est un ingénieur de génie qui connaît son sujet. Et là, il nous propose une mission. La mission qu'il propose, c'est que durant l'année 1981, on aurait assemblé en orbite autour de la Terre 2 vaisseaux interplanétaires gigantesques. Quand je dis gigantesques, chaque vaisseau aurait pesé 800 tonnes. Ça nous dit pas grand-chose, 800 tonnes, mais sachez juste que la Station spatiale internationale, qui est actuellement en orbite autour de la Terre, qui est le plus gros vaisseau spatial jamais assemblé en orbite, la station spatiale pèse 400 tonnes. Donc, pour von Braun, lui, il proposait donc d'assembler 2 vaisseaux chacun 800 tonnes
Pourquoi 2 vaisseaux? Parce que ils voulaient les envoyer en même temps à la planète Mars pour que l'un puisse porter secours à l'autre si jamais il y a eu un problème. Si un des vaisseaux tombe en panne ou il y a un bris technique, quelque chose, l'autre va pouvoir leur porter. Donc, l'un sert de vaisseau de secours à l'autre. 2 vaisseaux à bord duquel il y aura chacun 6 hommes à bord. Évidemment, on parle d'hommes à l'époque, parce que les femmes, on n'imagine pas qu'ils vont aller dans l'espace. Donc, Von Braun, ce qu'il proposait, c'est que le 12 septembre 1981, ces 2 vaisseaux-là qui auraient été assemblés en orbite terrestre se seraient élancés vers la planète Mars. Et là, ils auraient mis 9 mois pour atteindre la planète Mars. Ils se seraient placés en orbite autour de Mars le 9 août 1982. Donc, imaginez, là, si ça s'était produit, là, ça ferait longtemps qu'on serait allé sur Mars. Et là, donc, ils se placent en orbite autour de Mars. Et dans les premières semaines, parce qu'on ne débarquera pas immédiatement sur Mars, ils vont envoyer des sondes à la surface de la planète pour recueillir des échantillons et les rapporter aux 2 vaisseaux pour les analyser à bord. Parce que, quand Von Braun établit son plan, on ne sait pas si le sol martien, il est toxique. Est-ce que le sol martien pourrait poser des problèmes aux astronautes qui iraient marcher dessus? Est-ce qu'il pourrait les contaminer parce qu'il y a peut-être une forme de vie, des bactéries ou quelque chose? Donc, on se place en orbite autour de Mars, on va chercher des échantillons qu'on ramène dans des laboratoires qui sont à bord des 2 vaisseaux qui sont en orbite autour de Mars. Et là, on analyse le sol pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Normalement, si tout va bien, il y a donc un équipage de 3 hommes qui se serait posé sur la planète Mars à la fin de l'été 1982. Soit dit en passant, il y a, à bord de chaque vaisseau, il y a un équipage apte à se poser sur Mars avec un module, appelons ça un module lunaire, un module martien pour se poser sur la planète. Mais il y a un seul équipage qui va se poser, l'autre va rester en réserve pour leur porter secours au cas où. Ça doit être un peu frustrant de faire partie du 2e équipage, qui est ceux qui ont tout ce qu'il faut pour aller sur Mars, mais ils ne descendront pas, à moins que le premier équipage en ait besoin. L'équipage qui se pose sur Mars va passer à peu près 1 ou 2 mois, si tout va bien, à explorer le sol de Mars, à mener un certain nombre d'expériences scientifiques, à récolter des échantillons, avant finalement de repartir de la planète Mars, un peu comme une mission Apollo. Là, ça ressemble un peu le même stratagème. Donc, décoller de la planète Mars pour revenir s'arrimer au vaisseau interplanétaire qui est en orbite. Et là, après avoir passé environ 80 jours en orbite autour de la planète Mars, les 2 vaisseaux seraient revenus vers la Terre. Donc, à l'automne 1982, ils auraient quitté les abords de la planète Mars pour revenir vers la Terre. Chemin faisant, ils se seraient trouvés à passer près de la planète Vénus. Et là, Von Braun a dit, ça va nous servir d'une part à ralentir un peu notre vitesse pour s'approcher de la Terre, mais en même temps, comme on passe aux abords de Vénus, on va en profiter pour faire un certain nombre d'observations de la planète. Il ne se serait pas arrêté, il aurait juste survolé, juste croisé la planète Vénus. Donc, faire certaines observations, larguer des sondes qui auraient été analyser l'atmosphère de la planète Vénus avant de revenir sur Terre. Finalement, le vaisseau se serait revenu sur Terre vers le 14 août 1982, 83 plutôt, excusez-moi, 83. Et là, 2 possibilités. Soit que l'équipage serait, les 2 équipages, parce qu'il y a 2 vaisseaux, seraient directement revenus sur Terre, un peu comme les astronautes qui revenaient de la Lune, ou bien ils se seraient placés en orbite autour de la Terre et auraient rejoint une station spatiale. Et là, les équipages auraient transbordé à bord d'une navette Terre-Espace pour revenir sur Terre se poser après une mission qui aurait duré 680 jours. 640 jours, plutôt, pour être plus précis. Fait que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et imaginez si ça avait lieu à l'époque. Exactement. Non, c'est un récit très bien détaillé, très bien décrit. Ça a été incroyable de pouvoir vivre ça. Hein. Malheureusement, c'est pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut rajouter, parce que je vais vous introduire un petit détail, c'est que Von Braun, il avait un projet encore plus grandiose, c'est que lui, il prévoyait réaliser 2 autres missions vers Mars, une en 85-86 et une en 88-89. Et la mission de 89 se serait conclue par l'installation sur la planète Mars d'un laboratoire scientifique avec 50 hommes à bord. Donc, Von Braun, lui, voyait non seulement des premiers pas sur Mars en 1982, mais même l'installation d'une base sur Mars dès 1989. Mm-hmm. Évidemment, c'est pas arrivé, mais imaginez si c'était arrivé. Moi, c'est pour ça que je vous le raconte un peu, parce que ça fait rêver, surtout que ça vient de Von Braun, là, c'est pas n'importe quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, la situation avait, si on compare avec l'époque de John F. Kennedy, la situation avait totalement changé aux États-Unis. D'abord, il faut savoir que dès 1966,
même si la NASA était en train de relever le défi pour aller sur la Lune, les budgets de la NASA avaient déjà commencé à être réduits par le Congrès. Le Congrès trouvait que ça commençait à coûter très cher d'aller sur la Lune, donc il réduisait de plus en plus les budgets. Dans le fascicule, je donne des chiffres pour ceux qui voudront les voir. Donc déjà là, le Congrès était moins enclin à financer des grandes aventures. Ensuite, il faut se rappeler que particulièrement la deuxième moitié des années 60 est une période très, très trouble aux États-Unis. D'abord, il y a une grave crise économique. Là. Il y a eu, on appelle ça, je pense, les 30 glorieuses. Là, suite à la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a eu une période de croissance économique extraordinaire et cette période-là s'est achevée à peu près à cette époque-là. Et là, il y a donc une grave crise économique, une crise de chômage qui donne lieu à littéralement un torrent de protestations de toutes les sortes aux États-Unis. Là, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations, de quantité de groupes aussi diversifiés les uns que les autres, qui protestent contre toutes sortes de choses, dont des révolutions estudiantines. Il ne faut pas oublier aussi que la deuxième moitié des années 60 est une moitié très turbulente aux États-Unis. Hein. C'est l'époque où on assassine Martin Luther King, où on assassine Bobby Kennedy aussi. Et évidemment, le pays est déchiré par la guerre du Vietnam. Là. On se demande ce qu'on fait là, puis que ça coûte très cher, puis il y a des milliers de soldats américains qui meurent chaque année au Vietnam. On ne sait trop pourquoi. Donc, autrement dit, alors que Von Braun propose d'aller à Mars, l'heure n'est vraiment, vraiment plus à réaliser de grands projets spatiaux. On tourne la page parce que même si au mois de septembre 1969, le STG va recommander au président Nixon d'aller sur Mars. Le STG n'a pas tout à fait pris le projet de Von Braun, mais il disait, si on s'organise bien, on fait bien les choses, d'ici 1986, on pourrait marcher sur Mars. Le président Nixon a dit non, l'heure n'est pas une grande aventure, fait que on va passer à autre chose. On va faire un petit saut dans le temps. Le 20 juillet 1989, à l'occasion du 20e anniversaire d'Apollo 11, le président Bush, père, propose d'installer une base lunaire dans les années 2000, base qui va servir de tremplin vers Mars dans les années 2020. Comme on le sait aujourd'hui, Claude, ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Pourquoi ça n'a pas marché? En 1989, évidemment, le contexte a très, très changé. Il n'y a rien à voir avec celui de Kennedy. Entre autres, Bush père ne bénéficie pas, si je peux mettre le mot entre guillemets, d'une situation particulière comme celle de Kennedy, d'une crise, d'une urgence nationale qui fait que les Russes sont en train de nous montrer que le système communiste est supérieur au système capitaliste et il faut donc réagir. En 1989, tout n'est pas parfait, mais tout va assez bien. Donc, Bush n'a pas l'avantage de réagir à une crise. D'ailleurs, il a dit lui-même dans son discours, nous ne sommes pas en crise, nous avons une opportunité, nous avons la chance de faire quelque chose. Et là, Bush, donc, il propose un projet qui était de dire, nous allons retourner sur la Lune pour nous y installer et éventuellement aller vers la planète Mars d'ici l'an 2020. Deux choses là-dedans. D'abord, il propose un projet qui est plus vague. Hein? Si on le compare à celui de Kennedy, Kennedy c'était sur la Lune avant la fin de la décennie. Lui propose d'aller sur la Lune et éventuellement sur Mars d'ici une trentaine d'années. Donc, un échéancier très, très long, très loin, surtout il est en 89. Je vous dirais, moi, qu'en 89, l'an 2000, ça nous paraît déjà loin. Là. C'est loin, l'an 2000, c'est dans 11 ans. Et en plus, Bush, il parle de 11 ans et plus. Donc, il propose un projet vague et sur un très long échéancier. Et l'autre élément, contrairement à Kennedy, qui s'était assuré du soutien du Congrès, ça n'a pas été le cas de Bush. Hein, Kennedy, je l'ai raconté tantôt, il avait dit où on s'embarque, où on s'embarque pas, et puis si on s'embarque, on ne lâchera pas en cours de route. Bush a espéré que le Congrès suivrait ses traces, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Le Congrès, immédiatement, il a dit, écoutez, c'est un projet qui pourrait coûter à peu près 700 milliards en dollars de l'époque. On n'a pas cette somme-là. Ce qui fait que le projet est rapidement est allé nulle part. Il n'a jamais levé de terre. On n'a jamais entrepris. Après 1 an et demi, il avait tout été oublié pour les raisons que je viens de dire. Donc, contrairement au président Kennedy, il n'y avait pas le contexte. C'est un projet trop vague et surtout qui s'étendait sur beaucoup trop longtemps. Et le Congrès n'a tout simplement pas accepté de financer une telle aventure. Bon point, Claude. C'est vrai qu'en 1989... l'an 2000 paraissait si loin, hein, puis si on pouvait fixer des dates comme ça nous paraissait une éternité, c'était le futur lointain, et c'est venu rapidement, finalement. C'est un peu comme aujourd'hui, là, nous sommes en 2021, si je vous parle de 2032, ça peut vous sembler très loin.
Moi qui ai une certaine expérience de la vie, je vous dirais que 2032, personnellement, c'est après-demain. Mais en pratique, si je vous parle de quelque chose qui va avoir lieu en 2032, 2035, 2040, ça vous paraît très, très loin. C'est exactement la situation dans laquelle on était en 1989. L'an 2000, c'était encore loin, même si Mathieu et moi, on le sait, hein, ça a passé vite entre-temps. Oui, c'est un changement de millénaire aussi. Hein, c'était un chiffre marquant. Là. Bon, 15 ans plus tard, George Bush, fils, lance un projet assez semblable à celui de son père, un projet qui tient toujours la route, aujourd'hui encore, même s'il a été plusieurs fois remanié, dis-je bien. C'est le projet Artemis d'aujourd'hui. Donc, pourquoi Bush, fils, a-t-il réussi, entre guillemets, là où son père a échoué? C'est intéressant de comparer les deux projets parce qu'effectivement, ils se ressemblent. Le contexte avait un peu changé. D'abord, Bush fils faisait affaire à une petite crise, on l'a mentionné dans le balado sur Artemis, c'est qu'un an avant qu'il lance son projet, il y avait eu la catastrophe de Columbia, la navette spatiale qui s'est consumée dans l'atmosphère terrestre au terme de la mission. Fait que Bush devait donc prendre une décision, qu'est-ce que je fais avec la navette spatiale et la suite du programme spatial. Et ce que Bush a proposé, c'est un projet sur le long terme. On pourrait retourner sur la Lune d'ici une vingtaine d'années et éventuellement sur Mars. Mais il a surtout, et c'est là la clé, proposé un projet par étapes. C'est-à-dire que dans son plan, la première étape, c'était de terminer l'assemblage de la station spatiale, parce qu'à ce moment-là, elle était à peu près à moitié assemblée, à moitié construite. Donc, il a dit, nous allons dans un premier temps terminer la construction de la station spatiale. Nous allons ensuite mettre fin au vol de la navette spatiale pour la remplacer par une capsule spatiale qui va pouvoir, dans un premier temps, acheminer les astronautes entre la Terre et la station spatiale, mais une capsule qu'on va concevoir pour aller plus loin, pour aller éventuellement sur la Lune, pour aller peut-être même jusqu'à Mars, donc des étapes. En outre, il a dit, on va aussi concevoir une fusée géante, une fusée puissante de ce type Saturne V, la fusée Ares 5, pour pouvoir justement aller plus loin. Fait que George Bush fils, ce qu'il nous offre, c'est un projet, c'est comme une palette de possibilités. En disant, au fur et à mesure, on pourra s'ajuster, on pourra modifier soit les échéanciers, soit les véhicules à question. Et ça a fait que le Congrès qui a embarqué dans ce projet-là en disant, faisons la première étape, amorçons la deuxième, songeons à la troisième, et finalement, le projet s'est réalisé petit peu par petit peu. L'inconvénient de la stratégie de Bush, c'est que comme c'est un projet par étape, on peut modifier les étapes, on peut changer les échéanciers, on peut changer les étapes, etc. Et c'est ce qui va arriver, on l'a raconté dans le balado Artemis, c'est-à-dire qu'après Bush fils, Obama a changé le programme, et après Obama, Trump a changé le programme et on peut l'annoncer presque tout de suite. Après Trump, Biden va changer le programme. Ce qui fait qu'on a affaire à un programme qui maintient toujours. Ça fait donc 18 ans que le programme a été lancé par Bush fils, mais finalement, le programme il est en train d'avancer tranquillement, pas vite, mais il est toujours en train d'être changé parce que c'est un programme par étapes, puis on peut changer à la fois les étapes et les échéanciers. Fait qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du bon parce qu'il existe encore alors que le projet de Bush père a vraiment fait long feu, mais en même temps, il est toujours en train de changer ce fameux projet-là. La mise au point du vaisseau Orion et des fusées Ares 1 et 5 n'ayant guère progressé en 2010, le président Obama a remanié, encore une fois, donc le programme Constellation. Celui-ci n'ayant guère progressé 8 ans plus tard, son successeur Donald Trump l'a lui aussi à son tour remanié pour le rebaptiser le projet Artemis. Que se passe-t-il donc depuis 15 ans, là, Claude? Là, tu viens de faire un peu un résumé du balado sur Artemis. Les gens qui n'auraient peut-être pas suivi, on vous invite à aller écouter le balado, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. Ça fait 18 ans qu'on travaille sur ce projet-là lancé par George Bush fils et qui se poursuit aujourd'hui encore. Évidemment, il s'est fait beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de développement technologique. On a mis au point des nouveaux matériaux, on a développé des moteurs fusées, on a développé plein de technologies, mais il
il en reste pas moins qu'en 18 ans, on n'a pas réalisé encore une mission de ce système-là. On est à la veille d'en réaliser une première mission après 18 ans. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies. On pourrait dire d'une certaine façon, puis c'est peut-être ce qui va retenir éventuellement, qui va avoir un impact, c'est que c'est un peu comme si la NASA s'était développé un coffre à outils, a développé plein d'outils, les outils étant différentes technologies, des nouveaux matériaux, des nouveaux systèmes, qui vont servir d'une façon ou d'une autre. Un jour, ils vont peut-être porter fruit. Fait qu'il y a eu énormément de recherche et développement fait depuis 18 ans, mais il en reste pas moins qu'on n'a pas encore resté à une seule mission du projet qui s'est à l'époque appelé Constellation, qu'on appelle aujourd'hui Artemis. On y arrive là, mais ça fait quand même 18 ans qu'on attend qu'un jour prochain, il va y avoir une première mission. Effectivement. Et puis maintenant, le nouveau président Joe Biden, peux-tu nous en parler? Là? Où est-ce on en est rendu? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? C'est quoi les projets avec lui? Ce qui est intéressant, hein, on peut faire un parallèle. Le président Obama est arrivé à la présidence des États-Unis en 1988. Il a attendu environ 1 an et demi avant de s'attarder au programme de George Bush, parce qu'entre-temps, il y avait tellement d'autres choses à faire. Donc, après à peu près 1 an et demi, là, il s'est prononcé et il a remanié le programme. En 2017, arrive Trump. Trump aussi décide, lui, de tout saccager ce que Obama avait fait. Et ça va y prendre environ 1 an et demi, 2 ans avant de s'attarder au programme d'Obama qui s'appelait Constellation pour le changer à nouveau, en faire le Artemis d'aujourd'hui. On peut penser que la même chose va se passer. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la NASA est en train de préparer le premier vol du programme qui s'appelle Artemis 1. Il s'agit de lancer une fusée SLS. La fusée Ares-5 a été changé, a été évidemment, comme on le racontait, a été abandonné par Obama pour un nouveau projet qui s'appelle SLS pour Space Launch System. Donc, on est sur le point d'assister au premier lancement de la SLS, ça se dit mal d'ailleurs, avec une capsule Orion. Il n'y aura pas personne à bord. Le lancement est prévu en principe pour la fin de l'année, donc possiblement pour décembre 2021, mais beaucoup plus probablement pour 2022 et même, moi, je dirais probablement plus le printemps 2022. Qu'entre-temps, Biden n'a pas le temps de s'occuper de ce projet-là. D'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'il y a plein d'autres problèmes à résoudre. Donc, probablement que ce qui va se passer, c'est que on va attendre de voir le premier lancement du programme Artemis, donc la mission Artemis. Suite à ça, là, dans quoi, 1 an, 1 an et demi, le président Biden, à un moment donné, va devoir faire le point, faire le bilan et là, trancher, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on remodifie, est-ce qu'on le modifie à nouveau, est-ce qu'on le restructure? Ça va arriver dans à peu près 1 an et demi. Évidemment, ça va dépendre en partie du résultat de la mission. S'il fallait que la mission Artemis 1 connaisse des difficultés techniques, que la mission échoue, ça aurait un impact majeur. Si elle réussit, il va falloir aussi, et là, je parle du président Biden, mais il faut tenir compte du Congrès, hein, le Congrès qui a les cordons de la bourse. Qu'est-ce que le Congrès va décider? Est-ce qu'on procède avec les missions telles que prévues sous l'ère de Trump? Probablement pas. Fait que là, si vous réécoutez le balado sur Artemis, remarquez le temps qui s'écoule entre l'arrivée d'un nouveau président, que ce soit Obama et Bush, et Trump, et les résultats qui arrivent par la suite vont revivre probablement la même affaire. Ça va évidemment dépendre de comment le programme aura avancé entre-temps. Plus un projet traîne en longueur, plus il est sujet à une foule d'impondérables, dont des changements d'orientation, de gouvernance, de priorités, de politique, etc. Et là, il s'installe une certaine lassitude. Claude, est-ce que tu penses que c'est un danger qui peut arriver à Artemis? Ben, c'est exactement ce qu'on observe et c'est ça qui est intéressant au début du balado. On racontait un peu l'histoire du programme Apollo, là. John F. Kennedy qui décide de fixer en l'espace de 8 ans un délai pour aller sur la Lune et là, la machine américaine se met en marche et 8 ans plus tard, on marche sur la Lune. Là, le programme Artemis, qui était à l'origine la vision de Bush qui est devenue Constellation, lui traîne en longueur. Et là, si au début, quand Bush a lancé son programme, on était un peu enthousiaste en disant « Oh wow, on va retourner sur la Lune d'ici l'an 2020 et pour éventuellement poursuivre vers Mars », là aujourd'hui, on traîne ce programme-là comme un boulet. Et
compte tenu qu'on a consacré des dizaines de milliards de dollars à ce projet-là, là, c'est difficile de l'arrêter, mais si ça n'avait pas été de ça, si on n'avait pas englouti tellement d'argent dans ce programme-là, moi, je pense que Obama, dans un premier temps, sinon Bush ou Biden, il aurait abandonné le projet. Aujourd'hui, c'est un espèce de boulet que le président traîne parce que ça fait tellement longtemps qu'on est dans ce projet-là, il y a tellement eu d'argent englouti. Ce que je trouve, il y a une leçon à retirer intéressante, même dans nos vies de tous les jours. Quand on entreprend un projet, faut le faire dans un délai raisonnable. Il y a des projets qui prennent quelques semaines à faire, il y en a qui prennent quelques mois puis quelques années, mais si on prend beaucoup trop de temps, on finit par se lasser, on finit par ne plus avoir le goût de le faire, mais si en même temps, il est à moitié fait, que ce soit un projet de rénovation de maison, où moi, j'ai des amis dans mon entourage qui ont fait, à un moment donné, des thèses, des doctorats, ben, le temps de faire leur thèse de doctorat, ils prenaient 5, 6, 7 ans pour la faire, à un moment donné, il n'y avait plus le goût de la faire, là. Dans n'importe quel projet, il faut se fixer un délai raisonnable, il faut le faire dans ce délai-là, sinon ça devient un boulet. Et je pense que c'est ce à quoi on assiste. C'est pour ça qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre le programme Artemis et celui d'Apollo. Dans le cas d'Apollo, ça a été un effort prodigieux qui s'est fait dans un temps optimal, donc à peu près 8 ans. Dans le cas d'Artemis, ben ça traîne depuis 18 ans, puis peut-être qu'un jour on va arriver à quelque chose, mais l'enthousiasme n'y sera plus. Ça ferait tellement longtemps qu'on travaille là-dessus qu'on va se dire enfin c'est réglé. On en est même à se demander si un jour on va aboutir à quelque chose. Pour le moment, il y a 3 missions qui sont au programme. Peux-tu nous parler de ces 3 missions? J'imagine que c'est Artemis 1, 2 et 3. Exactement. Bon, Artemis, on en a un peu parlé. C'est l'essai du vaisseau de la fusée SLS et du vaisseau Orient Avid qui devrait avoir lieu, donc, disons, soyons optimistes, au début de 2022. Artemis 2 est prévu pour 2023. Là, on enverrait un équipage aux abords de la Lune. Je pense que c'est un équipage qui se placerait en orbite autour de la Lune, qui passerait quelques temps autour de la Lune pour ensuite revenir. Et cette mission-là, qui ressemble un peu à la mission Apollo 8, est donc prévue pour 2023. Et en 2024, il y aurait Artemis 3, qui serait le débarquement sur la Lune. Donc, un équipage, en principe, 4 personnes, dont une femme, se poserait sur la Lune et il marcherait. J'attire votre attention, donc on parle de 2022, 2023, 2024. C'est loin d'être assuré que ça va être un rythme à ce rythme-là. Je dirais aussi que moi, ce qui me tracasse un peu, c'est que on parle essentiellement de ces 3 missions-là. On n'envisage pas Artemis 4, 5, 6, 7. Je sais que la NASA, elle est déjà en train de fabriquer les éléments pour les prochaines fusées, les fusées suivantes. Mais c'est comme si, là, on a un seul objectif, c'est d'aller sur la Lune pour 2024 ou peu importe que ce soit 2025, 26, 27. Mais il n'y a comme pas nécessairement une suite à dire c'est le but à atteindre et il y a des risques, un peu comme dans le cas du programme Apollo, qu'une fois qu'on serait allé sur la Lune, on dirait, bon, ben là, on est allé, parfait, on tourne la page et on passe à autre chose. C'est comme si la vision de départ de George Bush, c'était de s'installer sur la Lune pour aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est comme, bon, ben, on peut-tu finir là par aller sur la Lune, y amener une femme qui va marcher sur la Lune, puis après ça, on pourra passer à autre chose. Je pense qu'on est psychologiquement dans cette étape-là. C'est sûr qu'officiellement, il y a des plans pour plus loin, mais je suis pas certain que la NASA et surtout les autres agences vont finalement, à un moment donné, vouloir poursuivre, vont dire, bon, passons à autre chose. C'est le danger qui guette le programme, à mon avis. On est rendu à un but, c'est peut-on le finir? Comme quelqu'un qui dépose son mémoire de maîtrise ou sa thèse de doctorat, il veut passer à autre chose après et je pense qu'on approche de cette situation-là. Je te le confirme. Ces dernières décennies, on rêve de retourner sur la Lune et de fouler le sol de Mars. Voilà qui semblent des objectifs si évidents qu'on ne les questionne même plus, hein. C'est le quand et le comment qui nous obsèdent. Claude, certains rêvent de revivre la course à l'espace des années 60. On invoque d'ailleurs une foule de bonnes raisons pour nous rendre sur Mars. Comme quoi, par exemple? C'est intéressant. Moi, quand je lis beaucoup des textes écrits depuis ces dernières années, effectivement, c'est comme si on prenait pour acquis que c'est l'objectif ultime, c'est d'aller sur Mars, de retourner ou non sur la Lune, sans se demander le pourquoi de la chose. On invoque de nombreuses raisons, mais faudrait réfléchir pour chacune. On le fera pas aujourd'hui, mais on va quand même le dire. On se dit toujours que on a tellement de choses à apprendre à propos de la Lune sur Mars que ça vaudrait la peine, dans un cas, d'y retourner puis dans l'autre de poursuivre.
on considère aussi que la Lune va nous servir de tremplin vers Mars. Donc, bonne raison d'aller sur la Lune comme tremplin vers Mars. Tremplin, il y a deux sens au mot tremplin. Soit qu'on va sur la Lune pour mettre au point les technologies et acquérir le savoir-faire pour éventuellement entreprendre des missions vers Mars, mais soit même littéralement pour s'élancer depuis la Lune pour aller vers la mission, vers la planète Mars. Donc, il y a cet objectif-là de dire la Lune va nous servir de tempête. On parle aussi, et là, c'est presque des concepts des années 60, mais il y en a beaucoup qui voient l'espace comme la nouvelle frontière. Vous savez, ça, c'est beaucoup dans la mythologie américaine. Le fameux Far West, dans les années 1800, la partie ouest du continent nord-américain n'était pas encore développée ou peuplée par les hommes blancs. Il y avait des Indiens qui étaient là, les Autochtones étaient là. Mais là, ils se disaient, il faut aller conquérir le Far West, il faut aller développer. Et là, il y a comme des gens qui ont cette vision-là de se dire, l'espace, c'est la nouvelle frontière. Il faut la développer, il faut l'explorer. Une autre idée dans le même sens, c'est que il y en a qui disent la destinée de l'humanité, c'est dans les étoiles. Là. C'est là que notre avenir réside. Donc, c'est sûr qu'il faut aller sur la Lune, puis il faut aller sur Mars et éventuellement s'installer un peu partout à travers le système solaire. On rappelle souvent d'ailleurs la fameuse citation, la fameuse parole de Konstantin Tsiolkovsky, là, qui est on considère aujourd'hui un peu comme le père ou le grand-père de l'astronautique. Tsiolkovsky avait écrit il y a à peu près un siècle et demi, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais l'homme ne demeurera pas toujours dans son berceau. Il doit sortir de la Terre pour aller s'installer dans l'espace. Donc, pourquoi on pense aller sur la Lune et éventuellement sur Mars? Il y a toutes ces idées-là de dire que l'espace, c'est l'avenir de l'humanité. On doit aller s'installer dans l'espace. On doit conquérir cette nouvelle frontière. Donc, mais en même temps, il faudrait se demander, est-ce que c'est valable comme idée? Et là, je n'entrerai pas là-dedans. Peut-être qu'un jour, on fera un balado sur ce sujet-là, mais comme de dire, est-ce que c'est pertinent de dire que c'est une nouvelle frontière qu'il faut conquérir, là, comme si c'était le Far West? Moi, j'ai des doutes, mais aujourd'hui, on ne se pose pas ces questions-là. On se demande juste, quand irons-nous sur Mars et comment allons-nous y aller? Mais il faudrait peut-être se poser des questions. Peut-être qu'on devrait se questionner à savoir à quelle fin devrions-nous retourner sur la Lune ou poursuivre vers Mars. À quelle fin au juste la Lune comme un tremplin vers Mars et Mars pour simplement le plaisir d'y avoir mis le pied? C'est des questions qu'on doit se poser. Bien, absolument. En fait, deux choses. Est-ce que on retourne sur la Lune pour s'y installer, donc installer une base sur la Lune et c'est notre objectif, ou est-ce qu'on retourne sur la Lune afin d'aller sur Mars pour là encore s'y installer? Sauf que si c'est notre but, moi je rappellerais, on avait fait un balado, qu'est-ce que ce serait que de vivre sur Mars? On raconte que les conditions de vie sur Mars, ils sont atroces. Hein? Le Mars, là, c'est pas un beau désert chaleureux où il manque un peu d'eau, mais dans le fond, ça serait merveilleux de vivre sur Mars. C'est des conditions terribles qui vivent sur Mars, comme on le parle dans le balado. Fait qu'il faudrait se demander, là, est-ce que on vise à aller sur la Lune simplement pour aller faire un petit tour un peu comme à l'époque d'Apollo. On en parlait il y a quelques minutes. Il y a des gens qui vivent de revivre qui rêvent de revivre les années 60 puis de se dire, hey, ça serait le fun d'assister à une course à la Lune entre les Chinois puis les Américains. Puis en espérant que les Américains vont remporter la course puis qu'on va voir un futur Neil Armstrong, peut-être une femme, être la première à marcher sur la Lune. Donc, revivre une époque. Ou est-ce qu'on va sur la Lune pour s'y installer? C'est deux choses différentes. Ou même, est-ce que la Lune nous sert de tremplin vers Mars? Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller s'installer sur Mars? Est-ce que vivre sur Mars, ça vaut le coup? Moi, j'ai des doutes parce que les conditions sur Mars sont très rigoureuses, comme on en a déjà parlé, mais il faudrait se poser ce genre de questions-là et arrêter de se dire quand allons-nous y aller, mais se demander pourquoi on veut y aller. Effectivement. On se pose pas trop la question pourquoi en ce moment on est dans la station spatiale. Je vais juste comme ajouter une réflexion, là, Claude. Et est-ce que ce serait juste une parenthèse? Oui, c'est vas-y. Très pertinent ce que tu dis là, Mathieu, parce que la preuve étant, on a assemblé la station spatiale, on y travaille depuis une vingtaine d'années, mais il n'y aura pas de suite. C'est comme si, après avoir réalisé ce rêve-là, on s'est dit, OK, c'est correct, on l'a vécu, la station spatiale va être hors d'opération encore peut-être une dizaine d'années. Fait qu'on l'a opéré pendant une trentaine d'années. Il n'y en a pas une deuxième station spatiale. On va passer à autre chose parce que on aura appris ce qu'on avait à apprendre. Ça peut être la même chose. Hein. On va sur la Lune, OK, ça fait, on a développé technologie et passant à autre chose. C'est un risque réel.
Pas de suite. Ben, en fait, j'ai toujours pensé que la suite, c'était de retourner sur la Lune, parce qu'on a souvent parlé de la Lune comme un tremplin, mais que la vraie suite, en réalité, c'était d'aller sur Mars. Donc, dans la station spatiale, on apprend à aller dans l'espace, on apprend à vivre dans l'espace. Et finalement, on se pratique à aller sur Mars. Ben, c'est un peu une des justifications, mais à l'époque, on pensait que ce serait formidable de vivre et de travailler en orbite autour de la Terre. Et ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que oui, on mène des recherches scientifiques, oui, mais en même temps, ça vaut probablement pas le coup parce que ça coûte très cher. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de suite à la station spatiale dans un avenir prévisible, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on voyait les choses dans les années 80 quand on a envisagé assembler une station spatiale autour de la Terre. On pensait que ce serait le début d'une grande aventure, alors que là, ben, on va éventuellement mettre fin au programme et pour passer à autre chose. Et ça, effectivement, on peut se questionner sur le autre chose, mais c'est un peu un cul-de-sac, la Station spatiale internationale. On aurait appris beaucoup de choses, mais ça vaut pas la peine de poursuivre l'aventure au-delà de 2030 à peu près. Ben effectivement. C'est quoi donc la suite? C'est qu'est-ce qui nous attend là après Apollo 11, la station spatiale? C'est quoi finalement la suite? Ben, c'est la question qu'on se pose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre une aventure palpitante comme celle d'Apollo. Il y a ceux qui l'ont vécu comme moi, il y a ceux qui l'ont pas vécu mais qui ont lu, qui disent on aimerait ça revivre cette époque-là. Mais aller sur Mars, ça n'a rien à voir avec une mission Apollo. Je le relate un peu dans le fascicule, mais si on fait un peu la chronologie des événements, en octobre 1968, les Américains reprennent les vols après l'incendie d'Apollo 1, et là, avec le vol d'Apollo 7. Et là, Apollo 7 survient 15 mois avant la fin de l'échéancier fixé par le président Kennedy. Fait que quand on lance Apollo 7, on sait qu'on a 15 mois pour réussir à relever le défi de Kennedy. Et effectivement, en l'espace de 13 mois, la NASA va réaliser 6 missions Apollo extraordinaires. Bon, il y a eu Apollo 7 qui est en orbite autour de la Terre. Ensuite, il y a eu Apollo 8, Noël autour de la Lune. Apollo 9, où là, il y a des vaisseaux qui sont en orbite autour de la Terre, qui manœuvrent et on a eu des vues spectaculaires. Apollo 10, qui est la répétition générale du débarquement sur la Lune. Ensuite, évidemment, Apollo 11, juillet 69. Et ensuite, Apollo 12, en novembre 69, qui est le deuxième débarquement. Ça a vraiment été une suite de missions absolument palpitante. Ça a été un moment très, très intense. Pourtant, quand est arrivé le troisième débarquement sur la Lune, Apollo 13, les gens étaient déjà lassés. Là, les gens se sont dit, ben là, pourquoi retourner sur la Lune? On y est déjà allé. Dans le cas d'une mission martienne, ça, comme un peu, on l'a relaté au début avec Wernher von Braun, une mission prend à peu près 2 ans et demi. 9 mois pour y aller, quelques mois sur Mars et ensuite un autre retour. La cadence va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente et ça n'a rien à voir avec les missions Apollo. Fait que ceux qui ont le fantasme de vivre une course à Mars comme on a vu une course à la Lune, ça n'a rien à voir. Ça va être beaucoup plus long. Et il y a le danger, un peu comme dans le cas d'Apollo, de se lasser très, très rapidement et que finalement, les gens se disent, ben si on est allé sur Mars une fois, pourquoi y aurions une deuxième fois, une troisième fois? Donc, c'est un effort absolument prodigieux pour peut-être quelque chose qui ne vaut pas la peine. Et c'est dans ce sens-là que je trouve ça un peu dommage qu'on se pose pas la question. On rêve d'aller sur Mars comme on rêve un peu de revivre l'époque Apollo, mais ça n'a rien à voir avec ce que ça va être. Tu évoques aussi peut-être un piège aussi dans ton fascicule là, par rapport à Artemis. Il y a un risque d'aller s'installer sur la Lune. On propose là, de s'installer sur une base au pôle sud avec Artemis. Eh bien, il y a possiblement un risque qu'on se condamne à y demeurer pour très longtemps, peut-être même pour toujours, sans jamais avoir par la suite les moyens de poursuivre vers Mars, n'est-ce pas? C'est ça. Là, on est beaucoup orienté, quand on regarde les plans de la NASA et des autres agences spatiales, de dire on va aller installer une base au pôle sud qui va nous permettre de profiter de l'eau qui se trouvait au fond de profonds cratères. Je rappellerai qu'à l'époque d'Apollo, après être allé 2 fois sur la Lune avec Apollo 11 et 12, en 2 endroits différents, les gens étaient déjà lassés de retourner sur un 3e site, puis un 4e, un 5e et un 6e, en se demandant pourquoi on retourne sur la Lune alors qu'on y est déjà allé. Dans le cas d'Artemis, si le projet est réalisé tel que prévu, on va toujours tourner au même endroit, donc les gens vont se lasser encore plus vite. Et là, évidemment, si on s'installe sur la Lune, ça va coûter
très cher et ça va nécessiter beaucoup de moyens technologiques, je veux dire, d'approvisionner, d'acheminer régulièrement des astronautes, de les faire vivre sur la Lune et travailler, etc. Et ça se peut que ça bouffe toutes les ressources qu'on aurait pour le programme spatial pour aller sur Mars parce que là, on est pris. C'est un peu la situation qu'on vit actuellement avec la Station spatiale internationale. La Station spatiale accapare une partie importante du budget de la NASA que la NASA n'a pas pour faire autre chose. Donc, l'idée d'aller installer une merveilleuse base au pôle sud de la Lune, c'est si on vise à aller sur la planète Mars, c'est peut-être pas la bonne idée. J'ajouterais une autre affaire. Sur la Lune, il y a plein de sites absolument extraordinaires à visiter. Là, on va se condamner à n'en visiter qu'un seul. Et le pôle Sud, à ma connaissance, mon appréciation, c'est un endroit assez lugubre. Le soleil est toujours bas sur l'horizon. Il fait toujours relativement sombre. On n'aura pas là je parle comme grand public, on n'aura pas des belles images comme certains sites des missions Apollo, parce qu'on est toujours à un endroit où le soleil est à l'horizon, un peu comme au pôle de la planète Terre. Donc, ce ne sera pas un site fantastique à explorer et je pense que très, très rapidement, les gens vont se lasser. Puis même le Congrès américain, qui est évidemment sensible à l'opinion publique, va dire pourquoi finançons-nous un projet qui coûte plusieurs milliards de dollars pour opérer une base spatiale. Donc, on se lance peut-être dans un cul-de-sac qui ne nous amènera pas sur Mars si c'est ça dont on rêve. Dans le fascicule qui accompagne le balado, tu montres que depuis depuis 2004, l'année où George Bush, fils, a lancé l'actuel projet de retour sur la Lune, on a consacré 80 milliards de dollars à ce projet sans ne réaliser aucune mission. On a vraiment dépensé donc 80 milliards sans ne mener aucune mission. Et oui. Ben, moi, là, j'ai été très surpris quand j'ai compilé les chiffres. Ce que j'ai fait, c'est bien simple, c'est que je vais chercher les budgets de la NASA. À chaque année, on a le récit du budget, là, on a les tableaux qui nous montrent combien ont été attribués pour chacun des programmes. Et quand on fait le calcul, on arrive à 80 milliards qui ont été dépensés depuis 18 ans maintenant. Et ça continue. Hein, là, mon chiffre arrête à l'année 2021, mais l'an prochain, puis l'autre année, etc. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que le président Obama puis le président Trump n'ont pas annulé le projet. C'est que quand ils sont arrivés au pouvoir, on avait déjà englouti 10, 15, 20, 30, 40 milliards de dollars. Donc, le projet, il est plus arrêtable. Et là, Biden, qui doit un jour se prononcer, il va être confronté au fait qu'on a déjà englouti 80 milliards de dollars. C'est des sommes considérables et on n'a toujours pas réalisé une seule mission, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 80 milliards? Tout à fait. Le balado tire à sa fin. C'est vrai que tout au long du fascicule, tu tiens, je pense qu'il y a 3 tableaux, là, le budget de la NASA qui va augmenter. Là, au départ, dans les années 60, à un moment donné, il va baisser puis se stabiliser. Donc, c'est très intéressant de suivre le fascicule, ton récit, avec les budgets de la NASA en parallèle avec ça. Et comme tu le mentionnes, donc... qu'est-ce qu'on aurait pu faire ces 18 dernières années avec tout cet argent? C'est la question que je me suis amusé à me poser. Depuis 2004, nous les Américains, évidemment, la NASA a consacré 80 milliards de dollars au programme Artemis. Imaginons si, au lieu de ça, il avait pris la moitié de cette somme-là, 40 milliards, pour réaliser des missions robotiques sur la Lune, pour envoyer des véhicules d'exploration tout-terrain, un peu comme on le fait sur Mars, pour envoyer aussi des véhicules qui auraient été chercher des échantillons sur la planète, sur la Lune, pas sur la planète, mais sur la Lune, et les ramener sur Terre, pour envoyer aussi peut-être des véhicules qui auraient exploré des régions très, très difficiles d'accès, des pentes de cratères, et on sait qu'il y a des grottes sur la Lune, il y a des ravins, il y a toutes sortes de choses intéressantes. On aurait pu, avec 40 milliards de dollars, envoyer des dizaines et des dizaines de sondes, explorer autant de sites de la Lune, que ce soit de la face visible ou de la face cachée. On aurait probablement, si on avait fait ça, des dizaines, sinon des centaines d'échantillons provenant d'un peu partout de la Lune, donc des échantillons dans nos laboratoires pour les analyser. On aurait acquis une somme considérable d'informations sur la Lune. On l'aurait fait, là, on l'aurait actuellement, pas dans 5 ans ou dans 10 ans, on l'aurait actuellement. Et ça, c'est avec la moitié de la somme. Et l'autre moitié,
on aurait pu la consacrer à Mars. On aurait pu envoyer plusieurs autres sondes sur Mars, soit des véhicules d'exploration tout-terrain comme Persévérance, on peut penser à Ingenuity, le petit hélicoptère qui éveille un peu tout le monde. On aurait pu aussi entreprendre des missions qui auraient rapporté des échantillons sur Mars, de Mars sur Terre. On sait que là, il y a une mission prévue, là, Persévérance ramasse des échantillons martiens qui vont, espérons-le, être ramenés sur Terre dans une dizaine d'années. Mais si on avait pris le 40 milliards, donc la moitié de la somme d'Artemis, pour entreprendre, on aurait peut-être actuellement dans nos laboratoires, peut-être même qui sait plus qu'une seule série d'échantillons, on aurait peut-être réalisé 2 ou 3 missions. Autrement dit, on aurait pu faire des choses extraordinaires si notre intérêt est de nature scientifique. Si notre intérêt, c'est de voir des humains retourner sur la Lune ou des humains fouler le sol de Mars parce que c'est ça dont on rêve, ben là, c'est ça qu'on est en train de faire. Ça va coûter des dizaines et des centaines de milliards de dollars et à mon avis, ça ne donnera pas grand-chose. Si notre intérêt, c'est de dire, nous voulons apprendre à connaître la Lune, nous voulons explorer la Lune, nous voulons apprendre à connaître Mars, nous voulons explorer Mars, je pense qu'on aurait intérêt à apprendre à le faire avec des robots, avec des sondes. Mais c'est là où je questionnais depuis tantôt, notre rêve. Il y a comme le rêve, le fantasme de dire je veux voir des humains sur Mars, je veux revivre le programme Apollo. Trump nous a dit on va envoyer une femme sur la Lune. Puis là, il y a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de films hollywoodiens de science-fiction, on envoie des humains sur Mars, on pense au film Seul sur Mars et à plein d'autres. Donc, il y a le rêve, mais qui est, à mon avis, là, je donne mon opinion personnelle, un peu inutile, illusoire, parce qu'il coûte une fortune pour pas grand-chose, ou il y a l'idée de dire, on veut explorer l'espace, on veut apprendre à connaître l'univers qui est autour de nous, et à ce moment-là, je pense qu'il faut beaucoup mieux le faire avec des robots. Chose certaine, si on avait pris 40 milliards qu'on a dépensés depuis 18 ans pour explorer la Lune, on aurait fait nos connaissances auraient fait un progrès absolument extraordinaire. Et si on avait pris l'autre 40 milliards pour explorer Mars, la même chose. Tandis que là, ben, on est en attente du premier lancement d'une fusée SLS avec une capsule Orion qui sait, peut-être, va nous amener sur la Lune d'ici 2024, 25, 26, 27, 28, je sais pas. Mais pour moi, je trouve ça navrant de consacrer tant d'énergie pour si peu de choses, là. Mais il y a le fantasme de revivre le programme Apollo, ce qui sera pas le cas. Ce que j'ai eu la chance de vivre dans les années 60 ne se reproduira plus jamais. Puis ça, ben, je pense qu'il faut s'en faire son deuil. Mm-hmm. Oui, ben je pense effectivement qu'on a certainement les moyens et la capacité de retourner sur la Lune et d'aller sur Mars. On dirait que le contexte des années 60, tout ce qu'on avait une guerre froide entre 2 puissances, on n'a plus 2 grandes puissances en ce moment sur la planète qui s'affrontent comme ça. On dirait qu'il y a un contexte qui est jamais revenu finalement. C'est ça. Et c'est retardé. On pourrait faire des fois le parallèle dans nos vies personnelles. Hein. Il arrive des instants dans notre vie, il y a des choses qui sont possibles, qui ne le sont plus par après. Fait qu'il faut pas chercher à revivre le passé. C'est comme les hommes d'un certain âge qui veulent revivre leur jeunesse. Ben non, ça ne survit plus. La jeunesse, ça passe une seule fois. Ben les années 60 ont passé une seule fois. Là, j'en ai souvent parlé, je pense, je l'ai souvent mentionné, mais c'est pas une belle période, les années 60, contrairement aux mythes qu'on cherche à véhiculer, parce que c'est une période extrêmement troublée. Et moi, je trouve, là, si on enlève la pandémie qu'on traverse actuellement, là, je trouve qu'on vit une très, très belle époque, même s'il y a plein de problèmes, puis il y a plein de choses qui vont mal un peu partout, mais ça, ça a été de tout taille, ça va être toujours comme ça. Mais je veux dire, j'aurais pas le goût, moi, de revivre la guerre froide des années 60 qui nous a permis de conquérir l'espace, parce que c'était une période où on s'attendait ou on craignait qu'à tout moment, Russes ou Américains déclenchent une guerre nucléaire et anéantissent l'humanité. Aujourd'hui, on sait que c'est pas arrivé, mais à l'époque où moi je l'ai vécu, on ne le savait pas. Tout à fait. Tant mieux de vivre aujourd'hui, mais il faut vivre avec les rêves d'aujourd'hui. Exactement. C'est ce qui m'a fait à ce balado. Merci Claude pour cette excellente émission. Ça m'a fait plaisir et j'espère que les gens vont l'apprécier. C'est le moment de souhaiter la bienvenue à de nouveaux patronnes de notre plateforme Patreon. Bienvenue à bord à Mélanie Huret, Bertrand Guyou, Ludovic Barandon, Maude Bertrand et Pierre-Luc Cartier. C'est très apprécié, donc vous faites partie maintenant de l'équipe de Voyage dans l'espace sur notre plateforme Patreon. Le lien est toujours dans la description. C'est l'endroit pour soutenir notre balado pour 5$ et plus. Donc vous avez accès à des exclusivités et les émissions arrivent à l'avance pour vous.
Je veux prendre le temps de remercier tous les patrons, toutes les patronnes en ce moment qui nous encouragent. Votre soutien est très important pour nous. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.